Quand j'ai demandé quand aurait lieu la fête, ma belle-fille a dit « Elle est déjà terminée ». Je me souviens encore du silence qui a suivi cette phrase. « Elle est déjà terminée ». Ma belle-fille l'a dit sans même me regarder, les yeux rivés sur son téléphone, comme si je n'étais qu'une ombre posée dans l'embrasure de la porte. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Pendant 1 seconde, je n'ai pas compris. Quelle fête! Terminée? Mais de quoi parlait-elle? Et puis j'ai vu la nappe froissée sur la table, les verres encore humides, les confettis piétinés qui collaient au parquet. Un parfum sucré flottait encore dans l'air, mélange de gâteaux et de bougies soufflées. C'était l'anniversaire de mon petit-fils, 8 ans. Et je n'avais pas été invitée. Je suis restée plantée là, les mains serrées contre ma poitrine, cherchant une explication. Peut-être une erreur. Peut-être qu'ils avaient changé l'horaire, que mon fils avait oublié de m'appeler. Peut-être qu'il y avait encore une part de gâteau pour moi, un sourire à partager. Mais ma belle-fille a rangé son téléphone dans sa poche et a dit, d'une voix nette, « Tu n'as rien raté d'important. » Comme si pour moi, pour une grand-mère, voir son petit-fils souffler ses bougies n'avait aucune importance. Je suis rentrée chez moi à petits pas, le cœur battant comme après une course. La nuit tombait déjà. Dans la rue, j'entendais les rires des enfants qui jouaient encore sur le trottoir. J'avais l'impression qu'ils riaient de moi, de ma solitude, de ma naïveté. Assise dans mon vieux fauteuil, j'ai regardé les photos sur le buffet. Là, mon fils a 10 ans, devant un gâteau que j'avais préparé de mes propres mains, une génoise un peu trop dorée, décorée de fraises fraîches. Il souriait, les joues rouges, et moi derrière lui, fière, les mains posées sur ses épaules. Et maintenant, voilà qu'on me fermait la porte. Le lendemain, j'ai osé appeler mon fils. Ma voix tremblait, mais je voulais comprendre. « Dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas prévenu pour la fête ?» Un silence, puis son souffle lourd dans le combiné. « Maman, ce n'était qu'un petit goûter entre copains, tu sais? Rien d'important. » Rien d'important. Je crois que ces 3 mots m'ont blessée encore plus que la veille. Mais j'aurais aimé être là. « Tu comprends bien, » dit-il, avec un ton que je ne lui connaissais pas. Elle, il parlait de sa femme, de ma belle-fille, préfère que ce soit plus intime. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas pleurer au téléphone. Intime. Comme si j'étais une étrangère. Les jours suivants, j'ai revécu cette scène encore et encore. J'entendais sa voix, je revoyais les miettes de gâteau sur la nappe. J'imaginais mon petit-fils, les joues gonflées d'air, soufflant ses bougies, entouré de rire. Sans moi. J'ai commencé à remarquer des détails que j'avais refusé de voir auparavant. Les visites espacées, les regards de ma belle-fille, froids, comme si chaque mot que je prononçais l'irritait. Les invitations jamais arrivées. Les « Oh, on t'a sûrement oublié » dans la boucle du message. Peu à peu, je comprenais que ce n'était pas un oubli. C'était une mise à l'écart. Un dimanche, je suis allée à l'église comme d'habitude. Après la messe, les autres grand-mères parlaient fort de leurs petits-enfants, des fêtes d'école, des spectacles. L'une d'elles a sorti son téléphone pour montrer une vidéo. Son petit-fils qui chantait déguisé en roi. Les autres riaient, applaudissaient. Moi, je n'avais rien à montrer. Seulement le souvenir d'une porte fermée. J'ai serré mon sac contre moi. Une pensée terrible m'a traversée. Et si, peu à peu, ils m'effacèrent de leur vie? Si, dans 10 ans, mon petit-fils ne se souvenait de moi que comme d'une vieille femme qu'on voyait à Noël, par obligation. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message bref de mon fils. « Maman, on organise un dîner samedi. Viens si tu veux. » J'ai hésité longtemps. Mon cœur voulait dire oui, mais mon orgueil me soufflait de rester chez moi. Finalement, j'y suis allée. J'ai choisi ma plus belle écharpe, un parfum discret,
et j'ai pris le bus avec les mains moites. En entrant dans leur maison, j'ai tout de suite senti la tension. La table était dressée, les assiettes blanches, alignées parfaitement. Ma belle-fille m'a accueillie avec un sourire figé. Pas un mot de plus. Je me suis assise. Les enfants parlaient entre eux, excités. Mais moi, je n'entendais que le silence autour des adultes. À un moment, mon petit-fils s'est tourné vers moi et a dit innocemment « Mamie, pourquoi t'étais pas là pour mon gâteau ?» Un frisson a parcouru la table. Mon fils a baissé les yeux. Ma belle-fille a serré sa fourchette si fort que ses jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai souri, un sourire cassé, et j'ai dit « J'étais sûrement en retard, mon chéri. » Mais au fond de moi, j'avais envie de crier. On ne m'a même pas laissé entrer. La soirée a continué dans ce malaise. Chaque mot semblait peser une tonne. Je voyais bien que ma présence dérangeait, comme une ombre trop longue au milieu de leur lumière. Quand j'ai pris mon manteau, mon fils m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Ses yeux brillaient, mais il n'a rien dit. Pas une explication, pas une excuse. Je suis rentrée chez moi avec un poids immense sur la poitrine. Cette maison, où j'avais autrefois été accueillie avec des rires, n'était plus la mienne. Et ce soir-là, je me suis fait une promesse. Je n'allais pas me laisser effacer, pas sans me battre. Les jours qui ont suivi ce dîner, je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre famille. J'avais l'impression d'être tolérée, jamais désirée. Mon téléphone restait silencieux. Aucun appel de mon fils, aucun petit mot de mon petit-fils. Rien que le vide. Un vide qui faisait écho dans chaque pièce de mon appartement. Je me levais tôt, comme toujours. Je préparais mon café. J'ouvrais les volets. Et je regardais la rue s'animer sans moi. Je pensais à toutes ces années où j'avais sacrifié mes soirées, mes dimanches, mes économies, pour offrir à mon fils une vie meilleure. Les cours de piano que je payais en retard, les manteaux d'hiver que je choisissais pour lui plutôt que pour moi. Et maintenant, j'étais celle qu'on mettait de côté. Un mercredi après-midi, je suis passée par hasard devant l'école de mon petit-fils. J'aimais attendre la sortie des classes, même de loin. Ce jour-là, je l'ai vu sortir en riant, tenant la main de sa mère. Elle s'est penchée vers lui et lui a dit quelque chose à l'oreille. Il a levé les yeux vers moi, m'a vu, et son sourire s'est effacé. Il a tiré sur la main de sa mère pour venir vers moi, mais elle l'a retenu. Elle a détourné la tête, m'a ignoré et a accéléré le pas. Comme si je n'étais qu'une passante importune. J'ai senti mes jambes trembler. J'aurais voulu courir, l'appeler, le serrer contre moi. Mais j'étais clouée sur place, le cœur battant. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'entendais encore sa voix dans ma tête. « Mamie, pourquoi t'étais pas là pour mon gâteau ?» La semaine suivante, une autre humiliation est arrivée, plus sourde encore. Une amie m'a montré sur son téléphone des photos publiées sur les réseaux sociaux. Toute la famille réunie dans un restaurant pour l'anniversaire de mariage de mon fils et de ma belle-fille. Toute la famille, sauf moi. Ils riaient, verres levés, bras enlacés. Même les cousins éloignés étaient là. Mais moi, non. Je suis restée figée devant l'écran, la gorge serrée, comme si quelqu'un venait d'effacer mon nom d'un livre de famille. J'ai compris ce jour-là que ce n'était plus une coïncidence. C'était une décision. Le dimanche suivant, j'ai osé demander à mon fils de venir chez moi. Il est arrivé en retard, nerveux, les yeux fuyants. J'avais préparé un dîner simple, comme autrefois. Une soupe chaude et une tarte aux pommes, sa préférée. Mais il n'a presque rien touché. « Pourquoi vous m'écartez ?» ai-je fini par demander d'une voix basse. Il a soupiré, s'est frotté le visage. « Ce n'est pas comme ça, maman. »« Alors dis-moi. Explique-moi. » Il a levé les yeux, et dans son regard, j'ai vu à la fois de la honte et de la fatigue. « Tu sais,
Elle ne veut pas que tu sois trop présente. Elle trouve que tu prends trop de place. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Prendre trop de place? Moi, qui me tenais toujours en retrait, qui demandais si rarement, qui me contentais de si peu. « C'est ma maison aussi, maman, » a-t-il ajouté d'un ton sec. « J'ai besoin que tu respectes nos choix. » Nos choix, j'ai compris. Ce n'était pas seulement elle, c'était lui aussi. Les jours suivants, j'ai ressenti un mélange étrange de colère et de tristesse. Colère contre cette femme qui avait réussi à me repousser hors du cercle. Colère contre mon fils, qui se taisait, qui acceptait. Mais aussi tristesse profonde. Parce que je voyais bien que je perdais pied, que je glissais hors de leur monde. Je n'avais plus que des miettes. Un bonjour rapide, une visite expédiée, une photo envoyée par erreur. Un après-midi, alors que je rangeais de vieux cartons dans mon grenier, je suis tombée sur une boîte pleine de souvenirs. Les cahiers d'école de mon fils, ses dessins maladroits, les lettres qu'il m'écrivait depuis les colonies de vacances. « Maman, tu es la meilleure, je t'aime. » Ces mots d'enfant m'ont brisé le cœur. Où était passé ce garçon qui me serrait dans ses bras, après chaque victoire, qui me confiait ses secrets d'adolescent? Je me suis assise au milieu de la poussière, et j'ai pleuré. Longtemps, jusqu'à ce que le soir tombe et que je n'ai plus de larmes. Puis, un matin, une voisine est venue frapper à ma porte. Elle avait vu ma belle-fille au marché, entourée d'amis, se vantant que la vieille ne venait plus déranger leur soirée. La vieille, c'était moi. Je l'ai remerciée d'un signe de tête, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Ce n'était plus seulement une mise à l'écart discrète, c'était une humiliation assumée. À partir de ce jour-là, je me suis promis de ne plus rester silencieuse. Mais comment? Comment faire entendre ma voix sans briser encore davantage ce qui restait de notre lien? Je suis allée voir le curé de la paroisse, un vieil ami de mon défunt mari. Il m'a écoutée avec patience, les mains jointes. Puis il a dit doucement: « Vous savez, parfois, la vérité finit toujours par se montrer. Il faut seulement attendre le bon moment. » Ces mots m'ont hantée. Attendre. Mais attendre quoi? Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. Le notaire de famille m'informait que mon mari, avant sa mort, avait laissé un document à ouvrir à une certaine date. J'avais presque oublié ce détail, tant la douleur de son départ avait tout recouvert. Un frisson m'a parcouru. Et si ce document changeait tout? Le jour de l'ouverture du document arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. J'ai traversé la ville en bus, les mains tremblantes sur mon sac. Le bureau du notaire était au 2e étage d'un vieil immeuble, au couloir sombre. Une odeur de bois ciré et de papier ancien flottait dans l'air. J'étais la première à entrer, mais quelques minutes plus tard, mon fils et ma belle-fille sont arrivés. Elle portait une robe sobre, mais son sourire tranchait, plein de cette assurance qui me glaçait. Mon fils, lui, évitait mon regard. Nous nous sommes assis autour d'une grande table de chêne. Le notaire, un homme aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, a ouvert un dossier soigneusement cacheté. « Comme convenu, » dit-il, « votre défunt mari avait rédigé une lettre à l'attention de sa famille. » Un silence épais s'est installé. J'ai senti mon cœur cogner dans ma poitrine. Le notaire a déplié le papier et a commencé à lire à voix haute. La voix grave résonnait dans la pièce. « À ma femme, à mon fils et à mes descendants. Je souhaite que vous n'oubliez jamais ce qui nous unit. La loyauté, le respect et la gratitude. J'ai travaillé toute ma vie pour offrir un foyer digne. Mais je sais qu'aucun bien matériel n'égale la chaleur d'une famille. C'est pourquoi je tiens à ce que soit écrit, noir sur blanc, ce que je considère comme essentiel. » Je retenais mon souffle. Mon fils s'était redressé, et ma belle-fille, qui quelques secondes plus tôt affichait un sourire sûr d'elle, fronçait maintenant les sourcils.
Le notaire poursuivit. Je laisse la maison familiale à ma femme, sans aucune condition, pour qu'elle reste le cœur battant de nos souvenirs. Aucun de mes biens ne pourra être vendu sans son accord. J'ai vu ma belle-fille se raidir, croiser les bras, pâlir légèrement. Le notaire continua. Je souhaite également rappeler à mon fils que sa mère a tout sacrifié pour lui. Il devra toujours lui ouvrir sa porte, lui réserver une place dans les moments importants, et veiller à ce qu'elle ne soit jamais exclue. Si cette condition n'est pas respectée, alors ma part d'héritage reviendra directement à une œuvre caritative choisie par ma femme. Un silence glacé s'est abattu. J'entendais le tic-tac de l'horloge comme un tambour dans mes oreilles. Ma belle-fille a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Mon fils, lui, baissait la tête, honteux. Le notaire, implacable, replia la lettre et la posa sur la table. « Voilà ce qui a été consigné de sa main, » dit-il calmement. « Ce document a valeur légale. » Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Mon mari, même depuis l'au-delà, me tendait la main. Il m'avait laissé une arme silencieuse, mais redoutable, la vérité. Je me suis tournée vers mon fils. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux, enfin, ont croisé les miens. « Maman, je ne savais pas. » J'ai vu dans son regard un mélange de honte, de regret et peut-être une lueur d'amour oubliée. Mais je n'ai rien répondu. Pas encore. Le notaire rangea les papiers et conclut. « Je vous rappelle que toute violation de ce testament entraînera l'annulation des avantages successoraux. » À ces mots, ma belle-fille s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est absurde !» s'exclama-t-elle. « Une femme âgée ne devrait pas avoir autant de pouvoir sur notre vie. » Sa voix vibrait de colère, mais aussi de panique. Je suis restée assise, droite, les mains croisées sur mon sac. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit d'une voix calme. « C'est ce que ton beau-père a voulu, et ce que moi, je mérite. » Mon fils a pris sa tête entre ses mains. J'ai senti qu'il se battait intérieurement, partagé entre l'épouse qu'il devait soutenir et la mère qu'il avait négligée. Mais les mots de son père résonnaient encore, lourds d'autorité. Ce jour-là, le masque est tombé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus l'ombre silencieuse. J'étais au centre, reconnue, protégée. À la sortie du bureau, nous avons marché en silence dans la rue. Le vent faisait voler les papiers publicitaires au sol. Ma belle-fille marchait devant, la mâchoire serrée, furieuse. Mon fils, lui, traînait derrière, comme un enfant fautif. Il s'est arrêté, m'a pris la main et a murmuré « Pardonne-moi, maman ». Ses doigts étaient froids, tremblants. J'ai senti une larme rouler sur ma joue. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Les jours qui ont suivi, les choses ont changé. Doucement, mais sûrement. Ma belle-fille me regardait avec méfiance, parfois avec rancune. Mais elle n'avait plus le même pouvoir. La lettre de mon mari avait tout renversé. Mon fils a recommencé à m'appeler, à m'inviter, même timidement. Mon petit-fils, lui, courait vers moi en criant « Mamie !» chaque fois qu'il me voyait, comme si un barrage invisible avait cédé. Mais au fond de moi, je savais que la bataille n'était pas encore terminée. Un héritage peut obliger, contraindre, protéger, mais il ne suffit pas à recoudre les blessures. Et un soir, lors d'un dîner tendu, ma belle-fille n'a qu'à poser son verre et m'a lancé un regard dur. « Vous croyez avoir gagné, mais ça ne changera rien entre nous. » Ces mots flottaient encore dans l'air, lourds comme une menace. Je suis rentrée ce soir-là avec un goût amer dans la bouche. Mon fils tentait de sauver les apparences. Mon petit-fils me serrait fort dans ses bras. Mais sa mère me lançait ce regard de glace qui me rappelait chaque seconde. Je n'étais pas la bienvenue. Je me suis assise dans mon fauteuil, face à la fenêtre, et j'ai laissé les lumières de la ville m'envelopper. Toute ma vie, j'avais cru que la famille se bâtissait sur l'amour et la patience. Mais je découvrais, à mon âge,
que parfois, elle se construisait aussi dans la lutte silencieuse, dans la dignité préservée à force de blessures. Mon mari m'avait offert une arme posthume, sa lettre. Grâce à lui, je ne pouvais plus être effacée. Mais au fond, ce que je désirais, ce n'était pas un droit légal, ni une place sur un papier. Ce que je voulais, c'était l'amour de mon fils. L'amour vrai, pas celui contraint par un testament. Les mois suivants ont été étranges. On m'invitait désormais aux anniversaires, aux dîners. Mais l'atmosphère restait lourde, comme si ma présence était une obligation. Ma belle-fille souriait, mais ses sourires étaient tranchants, figés. Je le voyais bien. Elle ne m'acceptait pas. Elle me supportait. Pourtant, mon petit-fils venait se glisser sur mes genoux, me racontait ses journées d'école, me demandait des histoires, avant de dormir. C'était lui, avec son innocence, qui sauvait encore ce lien fragile. Un soir, il m'a dit à voix basse, en posant sa tête contre mon épaule. « Mamie, moi je veux que tu sois toujours là. » Ces mots simples m'ont réchauffé le cœur plus que n'importe quelle clause d'héritage. Je me suis alors rappelé les paroles du curé. La vérité finit toujours par se montrer. Peut-être que la justice de mon mari avait ouvert une brèche. Mais la réconciliation, la vraie, devait venir de nous. J'ai pris une décision. Je n'allais pas me battre contre ma belle-fille par les armes de la rancune. Je n'avais plus l'âge pour cela. Ce que je pouvais offrir, c'était ma constance, ma douceur, ma présence silencieuse, mais inébranlable. Je ne voulais pas de victoire. Je voulais la paix. Un soir d'hiver, après un dîner encore tendu, j'ai proposé à ma belle-fille de rester un peu dans la cuisine, rien qu'elle et moi. Elle a accepté, sans enthousiasme. Le silence pesait lourd. Je rangeais les assiettes, elle essuyait les verres, puis, d'une voix calme, j'ai dit « Je sais que je ne suis pas facile à accepter, mais je ne veux pas te voler ta place, je veux juste garder la mienne. » Elle a baissé les yeux, ses mains tremblaient légèrement. « Vous prenez toujours trop de place » a-t-elle murmuré. « Peut-être. Mais sache que je n'ai jamais voulu que ton fils choisisse entre toi et moi. » Elle a levé la tête, ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue. De la peur. Oui, de la peur de perdre son mari, de voir son couple fragilisé. Alors, doucement, je lui ai dit « Tu es sa femme. Moi, je suis sa mère. Nous ne sommes pas en concurrence. Nous avons toutes les deux notre place. » Elle n'a rien répondu. Mais ce soir-là, j'ai vu son masque se fendre un instant. Les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. La méfiance restait, les piques aussi. Mais peu à peu, il y a eu des moments de silence moins lourds, des regards moins durs. Un jour, elle m'a tendu une assiette de gâteau en disant simplement « Tenez, c'est pour vous. » C'était peu. Mais c'était un début. Avec le temps, j'ai compris que je ne pouvais pas forcer l'amour ni l'acceptation. Mais je pouvais rester debout, digne, et offrir à mon petit-fils l'image d'une grand-mère qui ne cède pas à l'amertume. Un après-midi, alors que nous étions assis dans le salon, mon fils m'a pris la main. « Maman, je suis désolée de tout ce que tu as subi. J'ai été lâche. » Ses yeux brillaient de larmes contenues. J'ai caressé sa main, comme quand il était enfant. « Tu n'as pas été lâche, » ai-je dit doucement. « Tu as été pris entre deux mondes. Maintenant, c'est à toi de les unir. » Il a hoché la tête, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'il redevenait ce fils qui m'aimait sans condition. Aujourd'hui, je sais que tout n'est pas réparé. Les blessures m'en restent, les silences aussi. Mais j'ai retrouvé une place, même imparfaite, même fragile. Mon petit-fils continue de courir vers moi, et c'est peut-être cela, la vraie victoire. Parfois, je repense à cette phrase, celle qui avait déclenché toute la douleur. Elle est déjà terminée. Aujourd'hui, si ma belle-fille me disait cela, je répondrais autrement. Je lui dirais « Non,
rien n'est terminé. Pas tant qu'il reste un cœur qui bat dans cette famille. Et je termine ce récit avec une certitude douce, presque paisible. On peut m'exclure d'une fête, mais on ne peut pas m'effacer de la mémoire de ceux que j'aime. Car la dignité d'une grand-mère ne se termine jamais.